Vous avez probablement entendu l'histoire du jour J une centaine de fois, mais toujours du côté des Alliés. Et il y a un autre côté de cette journée dont on parle beaucoup moins. Alors nous allons vous montrer à quoi ressemblait cette journée pour les Allemands, et pourquoi elle était bien plus sombre que ce que vous pourriez penser. L'histoire commence vraiment avec la chute de la France à l'été 1940. L'Allemagne lança son offensive à l'ouest le 10 mai, et en 6 semaines, ils avaient accompli ce qui leur avait échappé pendant 4 années entières durant la Première Guerre mondiale, à savoir la défaite complète de la France et l'expulsion des forces britanniques du continent. L'Allemagne contrôlait désormais l'ensemble du littoral atlantique, de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole, soit environ 5000 km de côte face à la Grande-Bretagne. De lourdes batteries côtières furent positionnées près de Calais, comme la batterie Lindemann ou la batterie Todd, avec des canons navals lourds de 406 et 380 mm. Toutes positionnées pour bombarder la côte anglaise et protéger contre toute future opération britannique à travers le détroit étroit. Hitler s'attendait à ce que la Grande-Bretagne reconnaisse ce qu'il considérait comme leur position militaire désespérée et négocie la paix. Il respectait en fait l'Empire britannique et préférait la Grande-Bretagne comme allié potentiel plutôt que comme ennemi. Mais le gouvernement de Churchill avait d'autres idées. Alors, le 16 juillet 1940, Hitler ordonna les préparatifs de l'opération Lion de mer, l'invasion de la Grande-Bretagne. Mais cela s'avéra rapidement plus facile à dire qu'à faire. Et après avoir perdu la bataille d'Angleterre qui était censée assurer la supériorité aérienne, Hitler reporta l'opération Lion de mer indéfiniment. Il tourna son attention vers l'Est et lança l'opération Barbarossa, considérant la Grande-Bretagne comme ne représentant pas une menace majeure pour l'Europe contrôlée par l'Allemagne. Mais ensuite, 2 événements allaient faire changer d'avis les Allemands. D'abord vinrent les raids commandos. Après Dunkerque, Churchill ordonna la création de forces commando pour harceler des cibles en Europe occupée. À partir de 1940, de petits raids britanniques commencèrent à frapper les côtes norvégiennes et françaises, causant des dégâts dans les usines allemandes, coulant des navires et recueillant des renseignements. Ces raids prouvèrent que la Grande-Bretagne pouvait attaquer n'importe où le long de milliers de kilomètres de côte, et les Allemands ne pouvaient pas prédire où ni quand le prochain raid aurait lieu. Deuxièmement, l'Amérique entra en guerre. Le 11 décembre 1941, 4 jours après Pearl Harbor, l'Allemagne déclara la guerre aux États-Unis. Cela changea tout, car l'industrie américaine, combinée à leur supériorité navale et à celle des Britanniques, signifiait qu'à un moment donné, une invasion de l'Europe occupée viendrait. Ce n'était plus une question de si, mais de quand et où. Alors, le 23 mars 1942, Hitler exigea une forteresse imprenable s'étendant de la Norvège à la frontière espagnole, soit environ 2400 km de littoral atlantique. La directive prévoyait 15 000 emplacements en béton, défendus par 300 000 soldats, le tout devant être achevé avant le 1er mai 1943, ce qui était un délai spectaculairement irréaliste. La propagande nazie assurait abondamment aux Allemands que le mur qu'ils créaient était impénétrable. Mais comme vous allez le voir, la réalité était une toute autre histoire. Ils déployèrent 260 000 travailleurs sur la construction du mur de l'Atlantique. Cependant, la première erreur fut que seulement 10% d'entre eux étaient allemands. Le reste était composé de prisonniers de guerre, de détenus de camps de concentration et de civils réquisitionnés dans les territoires occupés, qui travaillaient dans des conditions loin d'être idéales. Ils étaient sous la surveillance des SS, avec des outils limités et une nourriture rare, dormant sur les chantiers de construction. Les passages à tabac et les exécutions pour désobéissance étaient courants, et plus de 185 000 décès furent enregistrés, rien que pendant la construction du mur de l'Atlantique et d'autres positions défensives, comme la ligne Siegfried. Ainsi, les travailleurs pour le moins insatisfaits ripostèrent en transmettant des renseignements à la résistance française ou en sabotant les constructions. Les Allemands dépensaient près de 18 millions de mètres cubes de béton et 1 200 000 tonnes d'acier. Le coût, rien qu'en France, atteignit 3 700 millions de Reichsmark, soit environ 26 milliards de dollars en monnaie actuelle. Mais c'était encore loin d'être suffisant. Le mur lui-même était organisé en 3 niveaux. Les Festungen étaient les ports lourdement défendus. Les Stützpunkte étaient des points d'appui secondaires et les Widerstandsnester formaient le niveau le plus bas, des nids de résistance tenus par 10 à 50 soldats. Et ces nids de résistance allaient supporter le gros de l'invasion,
comme vous allez le voir. Cependant, à la date limite de mai 1943, seuls 6 000 des 15 000 bunkers prévus étaient achevés et seulement 510 des 2 000 positions prévues étaient terminées. Le Feldmarschall von Rundstedt, qui inspectait les défenses, les qualifia de Camelot. Rommel alla plus loin, qualifiant la stratégie du mur de l'Atlantique d'Hitler par une expression qui se traduit par pays des chimères. Et c'est là que les Allemands commirent l'erreur suivante. En novembre 1943, Rommel fut nommé inspecteur général des défenses de l'Ouest. Il prit officiellement le commandement du groupe d'armée B qui couvrait 2100 km de côte et déjà sa première inspection le choqua. Rommel découvrit toutes ces failles dans le système, d'un nombre insuffisant de troupes à des défenses mal construites et surtout un manque total de plans uniformes. Alors, en 5 mois, Rommel transforma radicalement les défenses en triplant les mines posées pour atteindre plus de 6 500 000. En mai 1944, ces ingénieurs avaient construit plus de 4 600 fortifications et plus d'1 demi-million d'obstacles de plage, dont plus de 30 000 équipés de mines, et doublé le coulage de béton. Rommel déclara que la guerre serait gagnée ou perdue sur les plages et que leur seule chance d'arrêter l'ennemi était pendant qu'il était encore dans l'eau. Il savait que les premières 24 heures de l'invasion seraient décisives, mais personne n'aurait pu savoir à quel point il allait avoir raison. Alors que de nombreux généraux allemands pensaient qu'il était fou, Rommel avait appris quelque chose en Afrique du Nord qu'il n'avait jamais vécu. Il avait été cloué au sol pendant des jours par l'aviation alliée, ce qui l'avait convaincu que toute contre-attaque se dirigeant vers les plages serait détruite depuis les airs avant même d'arriver. Et c'est ainsi que Rommel ordonna 6 rangées d'obstacles comme les hérissons tchèques, les portes belges et les tétraèdres, s'étendant d'au-dessus de la marée haute jusqu'en dessous de la marée basse. Cependant, seuls 3 furent achevés avant le 6 juin. Des pieux en bois de 2,40 m à 3 mètres de haut furent plantés dans le sable de la plage, inclinés vers la mer, et surmontés de mines anti-chars Teller. Mais beaucoup tombèrent avant même le début de l'invasion, car l'eau salée avait corrodé les fils de fixation. Des rampes en rondins appelées M-Balken étaient conçues pour retourner les péniches de débarquement ou faire détonner les mines qui y étaient attachées. D'ailleurs, elles étaient représentées de manière incorrecte dans « Il faut sauver le soldat Ryan », car elles étaient orientées vers la mer au lieu de la plage. Rommel savait que les défenses devaient s'étendre au-delà des plages, car les Alliés largueraient des parachutistes et des planeurs derrière les lignes allemandes pour attaquer de toutes les directions et saboter les renforts. Il ordonna donc que des poteaux en bois de 4 à 5 mètres de haut soient plantés dans le sol pour interdire aux planeurs toute zone d'atterrissage sûre. Les poteaux étaient interconnectés par des fils pièges au sommet, et un poteau sur 3 portait une mine ou une grenade. Mais quand Rommel inspecta ces champs, il constata que le travail avait à peine commencé et que sur les 50 à 60 millions de mines qu'il avait demandées, seuls environ 6 500 000 avaient été posés. La 352e division défendant Omaha Beach nécessitait à elle seule 10 millions de mines pour son front de 50 km. Pourtant, elle n'en reçut que 10 000. Rommel appelait et écrivait constamment à Berlin pour se plaindre des pénuries, mais cela ne changeait rien. Par-dessus tout cela, les commandants allemands ne parvenaient même pas à se mettre d'accord sur la façon d'utiliser les forces dont ils disposaient. Alors que Rommel plaidait pour stationner les divisions blindées directement sur les plages et frapper les Alliés pendant leur moment le plus vulnérable, alors qu'ils étaient encore dans l'eau et sous un appui-feu limité, il savait que la supériorité aérienne alliée détruirait tout renfort se déplaçant en plein jour avant même qu'il puisse atteindre les plages. Von Rundstedt, soutenu également par d'autres commandants allemands, voulait essayer une approche qui avait fonctionné sur le front de l'Est et concentrer les blindés loin à l'intérieur des terres où ils étaient à l'abri des bombardements navals. Laisser les Alliés débarquer et seulement ensuite lancer une contre-attaque concentrée. Pendant ce temps, Hitler eut probablement la pire idée possible et fit un compromis qui ne satisfit personne. Rommel reçut 3 divisions blindées, tandis qu'Hitler conserva le contrôle personnel de 4 divisions d'élite qui ne pouvaient pas bouger sans sa permission, ce qui signifiait qu'aucune des 2 stratégies des généraux ne pouvait réellement être mise en œuvre. Mais qu'en était-il des soldats eux-mêmes? Les hommes qui attendaient pour contrer la plus grande invasion de l'histoire. Le printemps 1944 apporta une tension constante pour les soldats stationnés le long du mur. Ils scrutaient l'horizon à travers des télémètres. Sachant que l'invasion approchait, mais n'ayant aucune idée d'où ni de quand.
Et puisque nous parlons de soldats, le mur de l'Atlantique n'était pas défendu par l'élite de l'Allemagne, car leurs meilleures unités mouraient sur le front de l'Est. En 1944, leur armée à l'ouest était composée de soldats allant de quelques unités d'élite à un assemblage à peine fonctionnel de vieux, de blessés, d'étrangers et de soldats sacrifiables, formant la majorité de la force de défense. L'épine dorsale de la garnison du mur de l'Atlantique était constituée des divisions Bodenständig, des divisions statiques conçues exclusivement pour des positions défensives fixes, car elles ne pouvaient pas vraiment marcher très longtemps. Un grand nombre d'entre eux avaient plus de 35 ans, certains même bien dans la quarantaine, voire la cinquantaine. D'autres étaient des soldats en convalescence après des blessures subies sur le front de l'Est, avec des doigts manquants ou souffrant d'autres affections chroniques comme des engelures, etc. Ces divisions recevaient une note d'efficacité au combat de Kampfwert 5, la note la plus basse que l'armée allemande attribuait. Elles étaient également équipées principalement d'armes capturées à travers l'Europe occupée. Mais l'élément le plus étrange et le plus tragique de la garnison du mur de l'Atlantique étaient les Osttruppen, ou les troupes de l'Est. Selon l'historien Stephen Ambrose, un soldat sur 6 défendant la France le jour J n'était pas allemand. Ces hommes venaient de nombreuses nationalités différentes, tous issus de territoires occupés par l'Allemagne, et étaient emprisonnés dans des camps improvisés, avec à peine de la nourriture ou des soins médicaux. Beaucoup d'entre eux moururent simplement à cause des conditions horribles. Par exemple, environ 3 300 000 des 5 700 000 prisonniers soviétiques moururent en captivité allemande. Alors, si on leur donnait le choix de servir sous l'uniforme allemand, beaucoup se portèrent volontaires pour les bataillons Ost, composés de 90% d'anciens prisonniers de guerre et de 10% d'officiers allemands les surveillant. Certains se portèrent volontaires par conviction anticommuniste sincère, tandis que d'autres voulaient simplement survivre. Ainsi, quand le jour J arriva, de nombreux Osttruppen se rendirent à la première occasion, car ils n'avaient aucun intérêt à défendre l'Europe d'Hitler. Tous ceux qui défendaient le mur n'étaient pas de second ordre cependant, car la 352e division d'infanterie à Omaha Beach était une unité qui faillit stopper le jour J. Formée en novembre 1943 à partir de survivants du front de l'Est, elle comptait un peu moins de 7000 soldats aguerris au combat. Et surtout, le renseignement allié n'a jamais su qu'ils étaient arrivés à Omaha. On était maintenant le 5 juin 1944, et tout ressemblait à une autre journée tranquille pour les Allemands gardant le mur de l'Atlantique. Les météorologues prédisaient que les conditions météorologiques étaient bien trop mauvaises pour que les Alliés puissent voler ou traverser la Manche en toute sécurité. Bien que tout le monde savait que l'invasion était inévitable et pouvait survenir à tout moment, tout indiquait que ce ne serait pas ce moment précis. L'invasion étant jugée impossible, les commandants abandonnèrent leur poste et le Feldmarschall Rommel partit pour l'Allemagne le 4 juin pour célébrer le 50e anniversaire de sa femme. Ironiquement, le 6 juin, environ la moitié des commandants étaient absents de leurs unités. Dans sa retraite de montagne, Hitler regardait des actualités filmées, discutait de films et de théâtre et parlait jusqu'aux petites heures du matin avant de se retirer. Son état-major avait des ordres stricts de ne pas le réveiller en aucune circonstance. Or, les Allemands avaient passé des années à essayer de déterminer où l'invasion aurait réellement lieu, et la réponse la plus logique était toujours le Pas-de-Calais. C'était le point le plus étroit de la Manche, la distance la plus courte entre l'Angleterre et la France, et cela offrait la route la plus directe vers l'Allemagne elle-même. Les Alliés savaient que c'était ce que pensaient les Allemands, et ils l'utilisèrent contre eux, créant une tromperie bien pensée avec de fausses armées, du trafic radio et du matériel factice pour convaincre le renseignement allemand que le Pas-de-Calais était bien la cible. Cependant, la véritable invasion viendrait d'ailleurs, et les Allemands regarderaient dans la mauvaise direction quand elle se produirait. À 7 minutes après minuit le 6 juin, des gardes allemands repérèrent des avions volant à basse altitude près d'Omaha Beach. 4 minutes plus tard, des rapports signalèrent des parachutistes ennemis atterrissant, et à 0h30, des rapports d'opérations aéroportées en profondeur dans les terres atteignirent les quartiers généraux supérieurs. Le ciel se remplissait d'avions, et personne ne savait encore si c'était la vraie invasion ou un autre raid de moindre envergure. À 1h du matin, les radars de la marine détectèrent ce qu'ils décrivirent comme une armada importante devant le Pas-de-Calais, exactement là où les Allemands s'attendaient à ce que l'invasion vienne.
Mais à ce moment précis, le sergent Ludwig Kwiatkowski au point d'appui W en 62 découvrit la flotte alliée stationnée juste au large d'Omaha Beach. 10 minutes plus tard, toutes les troupes sous le 84e corps furent mises en alerte et à 1 heure, le général Dolman ordonna une alerte générale pour l'ensemble de la 7e armée. À 2h moins 10 du matin, l'amiral Karl Hoffmann à Paris envoya un message à Berlin signalant l'alerte d'invasion au quartier général. Et puis survint une erreur catastrophique. À 2h15, la 352e division mit fin à son alerte. 15 minutes plus tard, des émetteurs alliés fixes portant les noms de code Bagpipe et Chatter commencèrent à brouiller les communications de la marine et de la Luftwaffe. Et à partir de ce moment, la confusion devint écrasante. Les rapports affluèrent aux quartiers généraux depuis des endroits dispersés, avec des troupes aéroportées signalées ici, des avions repérés là, et des parachutistes apparemment partout. Mais combien de ces rapports étaient réels? Voyez-vous, les Alliés avaient largué entre 400 et 500 mannequins parachutistes à travers la Normandie dans 4 opérations distinctes. Les Alliés les appelaient Ruperts ou Oscar, et les Allemands les appelaient Gummipuppen, ce qui se traduit par poupée en caoutchouc. Ces mannequins contenaient des charges explosives cachées qui détonnaient à l'impact, détruisaient l'épreuve et donnaient l'impression qu'un parachutiste avait brûlé son parachute à l'atterrissage, ce qui était une pratique courante. Quand les patrouilles allemandes enquêtaient, elles ne trouvaient que des parachutes vides et aucun corps. Des dispositifs sonores appelés Pintail furent également largués, simulant des tirs de fusil et créant un chaos supplémentaire tout au long de la nuit. Mais parmi ces leurres atterrirent également 12 hommes du 2e régiment SAS qui furent la première unité à débarquer le jour J, 10 minutes en avance sur l'horaire prévu, devançant la célèbre force de planeurs du commandant Howard aux pompes et gaz. Ces équipes SAS transportaient des gramophones et des amplificateurs avec des sons de bataille préenregistrés, comme des ordres criés, des tirs de fusil et des explosions qui duraient environ 30 minutes. Ils laissèrent délibérément quelques Allemands s'échapper pour qu'ils répandent des rapports paniqués d'atterrissage de parachutistes. Sur ces 12 hommes du SAS, seuls entre 1 et 3 survécurent selon les sources. Ils furent soit tués pendant l'opération, soit exécutés plus tard après leur capture. Tout au long de la nuit, l'assaut aéroporté réel créait son propre chaos. Les 82e et 101e divisions aéroportées larguèrent plus de 13 000 parachutistes au-dessus de la presqu'île du Cotentin. Mais le mauvais temps, les tirs antiaériens intenses et les erreurs de navigation des pilotes les dispersèrent sur 40 km de campagne normande. Beaucoup atterrirent dans des zones que les Allemands avaient délibérément inondées comme mesure défensive et se noyèrent. Mais cela rendit la confusion encore plus grande, car les Allemands ne pouvaient pas déterminer d'où venait l'attaque. Quelle était la taille réelle de la force aéroportée, ou quels rapports étaient vrais ou faux? Le quartier général allemand y voyait une attaque massive et généralisée qui semblait impossible à contrer. À 5h45, le bombardement naval commença, alors qu'il faisait encore nuit. 5 minutes plus tard, les navires passèrent à leur cible de plage préassignée. Alors qu'une lumière grise commençait à se répandre sur la Manche, les soldats allemands le long de la côte virent une immense flotte entrante de plus de 1200 navires de guerre, 4000 péniches de débarquement, 700 navires auxiliaires et 850 navires marchands. Près de 7000 navires au total. Rien de tel n'avait jamais été vu auparavant, et rien de tel n'a été vu depuis, du moins pour l'instant. 5 cuirassés, 20 croiseurs et 65 destroyers commencèrent à bombarder la côte, faisant exploser les défenses et les fortifications avec leurs défenseurs. Ainsi, quand le soleil se leva à 6 heures du matin, les défenseurs virent enfin l'ensemble de la flotte alliée stationnée au large. Les renforts réalisèrent qu'ils étaient complètement mal positionnés, dispersés à travers la campagne. Ils avaient passé la nuit à poursuivre des poupées en caoutchouc, tandis que la véritable invasion commençait sur la plage. À Omaha Beach, cependant, le bombardement eut peu d'effet, car la mauvaise visibilité fit que les bombardiers alliés larguèrent leurs bombes trop loin à l'intérieur des terres pour éviter de toucher leurs propres troupes. Les défenseurs allemands à Omaha furent soulagés d'entendre le bombardement cesser. Avec tout encore en place, W en 62 était le plus grand point d'appui à Omaha, positionné au-dessus de la plage avec une garnison de 40 soldats. Il était armé de 2 bunkers abritant des canons de 75 mm, un canon anti-char de 50 mm,
2 mortiers de 50 mm et de multiples MG42, MG34 et MG08 refroidis par eau. La position disposait également de lance-flammes et d'un poste d'observation qui pouvait appeler des tirs d'artillerie depuis une batterie de canons à Woodville, à 5 km à l'intérieur des terres. Quand les premières péniches Higgins abaissèrent leur rampe à 6 h du matin, les hommes de W en 62 étaient prêts. Heinrich Severloh avait 20 ans ce matin-là et se retrouva à servir une MG42 à WN62, positionnée à 450 mètres de l'endroit où la première vague débarquerait. Son commandant, le lieutenant Bernhard Frerking, dit aux soldats d'ouvrir le feu quand l'ennemi aurait de l'eau jusqu'aux genoux et serait encore incapable de courir rapidement. Selon son propre récit, il y avait certainement au moins 1000 hommes devant lui, très probablement plus de 2000, mais il ne savait pas combien il en avait réellement touché. Il décrivit cela comme épouvantable, disant que rien que d'y penser lui donnait envie de vomir. Il dit qu'il avait vidé à lui seul une péniche de débarquement d'infanterie entière, rendant la mer rouge dans cette zone, tandis qu'un officier américain criait hystériquement dans un haut-parleur. Severloh affirme avoir tiré plus de 13 000 cartouches de MG42 ce jour-là, et encore 400 cartouches de fusil. Cependant, le total confirmé des pertes américaines sur l'ensemble des 10 km d'Omaha Beach se situait aux alentours de 2500 hommes et il y avait 15 points d'appui avec 85 mitrailleuses tirant ce matin-là, avec des mortiers et de l'artillerie en renfort également. Donc, Severloh n'aurait pas pu infliger à lui seul 1000 ou 2000 pertes, mais son chiffre n'était qu'une estimation approximative dans cette situation chaotique. Il se rendit plus tard, mais prit soin de ne pas révéler qu'il était mitrailleur. Des années après la guerre, Severloh retrouva la trace d'un homme nommé David Silva, un Américain qui avait été blessé par des balles traçantes dans le secteur Easy Red. Puisque Severloh était le seul Allemand tirant des traçantes à cette position, il savait que c'était lui qui l'avait touché. Leurs retrouvailles menèrent à une amitié pour la vie, et les deux hommes retournèrent ensemble en Normandie pour des cérémonies de réconciliation dans les décennies qui suivirent. Franz Göckel était encore plus jeune que Severloh, à peine 18 ans, quand il servit une MG08 polonaise refroidie par eau à WN62. Il dit qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi les Américains continuaient d'avancer alors même qu'ils étaient fauchés par le feu des mitrailleuses. Vers 8 h du matin, la mitrailleuse de Göckel fut détruite par un coup direct et 2 doigts lui furent arrachés de la main. Il se défendit avec seulement un pistolet jusqu'à midi quand il se rendit. Du point de vue allemand, la matinée à Omaha fut en réalité un succès, du moins pendant ses premières heures. La première vague d'environ 8 compagnies fut instantanément fauchée et pendant un court moment, il sembla que le mur de l'Atlantique faisait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Mais ensuite, la situation commença à s'inverser. Les points fortifiés étaient désormais à court de munitions, et voyant ce qui se passait avec les soldats sur les plages, les destroyers américains s'approchèrent à moins de 1000 mètres de la plage, risquant l'échouage pour pouvoir tirer directement dans les bunkers et les tranchées qui fauchaient les vagues de la force d'assaut. Cela permit aux soldats américains de gagner du temps pour atteindre les fortifications et les nettoyer au lance-flammes. Vers 14 h 30, le point fortifié WN62 fut complètement à court de munitions et se retrouva débordé par les troupes américaines qui avaient désormais réussi à gravir les falaises. Le point fortifié fut finalement submergé et la plupart de ses défenseurs furent tués. Sur les autres plages, l'expérience allemande varia considérablement, mais se passa généralement moins bien qu'à Omaha, car elles furent frappées par des bombardements beaucoup plus précis. À Utah Beach, les Américains débarquèrent accidentellement environ 1800 mètres au sud de leur position prévue, manquant par accident la zone la plus lourdement défendue, si bien que la résistance s'effondra rapidement. Les plages de Gold, Juno et Sword étaient défendues par la 716e division statique et la résistance varia d'un endroit à l'autre. Les Allemands sur Gold Beach combattirent férocement depuis les maisons le long de la côte et tinrent bon pendant des heures. Juno connut une résistance initiale acharnée avec un tiers des péniches de débarquement heurtant des mines et près de la moitié de toutes les pertes canadiennes survenant dans la première heure seulement. Mais une fois que les blindés spécialisés britanniques arrivèrent pour le déminage, les véhicules du génie appelés AVRE et les chars Sherman amphibies, les positions allemandes furent éliminées une par une. Ainsi,
Tandis que les soldats allemands essayaient frénétiquement d'arrêter les vagues de soldats alliés, la structure de commandement allemande qui était censée coordonner leur défense s'était complètement effondrée dès le tout début de l'invasion. Comme nous l'avons dit, Rommel était à des centaines de kilomètres de là, en Allemagne, célébrant l'anniversaire de sa femme, injoignable par téléphone. Hitler dormait dans sa retraite de montagne et son personnel avait des ordres stricts de ne pas le réveiller, et ils n'osèrent pas le faire même quand il devint évident que l'invasion avait commencé. Von Rundstedt, commandant toutes les forces allemandes à l'ouest, ne pouvait pas libérer les divisions de réserve sans la permission personnelle d'Hitler, et le général Feuchtinger, qui commandait la 21e division blindée, était à Paris cette nuit-là avec sa maîtresse sans que personne ne le sache. Des chaînes de commandement confuses causèrent des problèmes à tous les niveaux, et les hommes qui combattaient réellement n'avaient aucune idée que tout le système au-dessus d'eux avait pratiquement cessé de fonctionner durant la fenêtre de temps la plus critique, celle où ils avaient encore une chance d'arrêter l'invasion. Quand Hitler se réveilla enfin, l'invasion était en cours depuis environ 6 heures. On raconta qu'Hitler avait en fait l'air de quelqu'un dont un grand poids venait de tomber des épaules, soulagé que l'invasion tant attendue soit enfin arrivée. Mais vint ensuite une décision qui allait s'avérer complètement catastrophique pour ses forces en Normandie. Hitler rejeta les débarquements comme une diversion destinée à éloigner les forces allemandes de la véritable invasion, dont il restait convaincu qu'elle viendrait au Pas-de-Calais. Vers 16 heures, plus de 12 heures après les premiers parachutages et près de 10 heures après le début des débarquements sur les plages, Hitler libéra enfin la 12e division blindée SS et la division blindée Lehr pour se diriger vers la Normandie. Toujours convaincu pendant des semaines après le jour J que l'invasion principale viendrait au Pas-de-Calais, il fut toujours réticent à engager ses meilleures forces dans ce qu'il croyait n'être qu'une diversion. 19 divisions d'environ 150 000 hommes restèrent en attente au Pas-de-Calais pendant 2 semaines, attendant la véritable invasion qui ne vint jamais. Les premières unités des divisions désormais libérées n'atteignirent même leur point de rassemblement qu'à 22 heures, bien au-delà de la fenêtre critique dont Rommel avait averti. En fin d'après-midi le 6 juin, la défense allemande s'était complètement effondrée. Le bataillon de chars Panther tomba en panne de carburant et ne put plus bouger du tout, et la division n'engagea effectivement les forces alliées qu'à 10 heures du matin le 7 juin, un jour entier après le début de l'invasion, alors que les têtes de pont étaient déjà établies et en expansion. Rommel lui-même apprit l'invasion à 10h15 le matin du 6 juin. Le temps qu'il se précipite en France et atteigne son quartier général, les 5 têtes de pont alliées étaient déjà établies et il ne pouvait plus rien faire pour les rejeter à la mer. Les 24 heures dont il avait averti étaient déjà écoulées. La Luftwaffe était pratiquement inexistante au-dessus des plages, avec seulement 2 avions allemands réussissant à mitrailler les zones de débarquement le jour J, et les réserves au sujet desquelles tout le monde s'était disputé pendant des mois furent maintenues trop loin en arrière et libérées trop tard pour faire la moindre différence. Les pertes allemandes totales le jour J même sont estimées entre 4000 et 9000, bien que le nombre exact soit incertain, car il est difficile de déterminer quels soldats furent tués, capturés ou portés disparus dans le chaos. À la fin du 6 juin, plus de 150 000 soldats alliés avaient débarqué en France. Un mois plus tard, ce nombre avait atteint 875 000 et l'Allemagne avait désormais dépassé le point de non-retour. Lorsque la campagne de Normandie prit finalement fin à la fin du mois d'août 1944, l'Allemagne avait perdu 320 000 hommes au total, avec 30 000 tués, 80 000 blessés et 210 000 portés disparus ou capturés. 27 de leurs 38 divisions dans la région furent complètement anéanties. Rommel avait eu raison depuis le début. La guerre à l'ouest fut décidée dans les premières 24 heures.